Monsieur le sénateur Bruno Retailleau, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview pour le journal Hayastan. Bonjour à vous. Je crois que tous ceux qui nous écoutent ont suivi avec une très grande attention le vote de la résolution mercredi 25 novembre dernier présentée au Sénat qui appelait à la reconnaissance de la République d'Artsakh du Haut-Karabakh. Je rappelle que vous avez été co-auteur de cette résolution que vous avez présentée au Sénat, notamment en tant que président du groupe Les Républicains. Donc, ma première question, c'est celle de savoir si vous pouviez nous expliquer cette démarche de cette résolution au Sénat. Pourquoi cette initiative, finalement? Je vais tâcher de le faire de façon la plus concise en partant du fait que c'est une résolution qui procède d'une démarche qui est très rare, et vous l'avez souligné vous-même, dans la mesure où ce sont 5 présidents de groupes politiques du Sénat qui l'ont co-signé, de droite, du centre et de la gauche. C'est très, très rare. Elle échappe donc, cette résolution, à la géographie politique partisane traditionnelle. Elle dépasse nos clivages, les clivages qu'on a l'habitude d'exprimer dans nos différentes positions dans un hémicycle. Ça signifie quelque chose. Ça signifie qu'elle touche peut-être à quelque chose qu'on a les uns et les autres en commun. Encore une fois, au-delà de nos différences. Ce que nous avons en commun, peut-être, sur ce sujet-là, d'abord, c'est cette amitié séculaire, multiséculaire avec l'Arménie. Et c'est quelque chose qui compte et qui nous habite, quelles que soient, là encore une fois, nos convictions politiques. Ce que nous avons aussi en commun, c'est peut-être l'idée du rôle de la France dans le monde, avec cette idée qu'on peut exprimer de la façon suivante: quand on est français, quand on est la France, le monde ne nous est pas indifférent. Il y a ce soin, ce souci du monde, qui est quelque chose de très, très lié à ce que nous pensons du rôle de la France dans le monde. Alors, ça peut paraître parfois arrogant, c'est peut-être parfois exprimé de cette façon-là, mais je crois qu'il y a vis-à-vis de l'Arménie tout autre chose de cette amitié, mais en même temps de cette idée que ce qui se passe là-bas n'est pas un conflit, une guerre locale. Ça, c'est la troisième idée qui était forte, que j'ai tenté d'exprimer moi aussi à la tribune du Sénat. C'est-à-dire que ici, évidemment, le Haut-Karabakh peut paraître pour un certain nombre de nos collègues très, très lointain. C'est en Asie, c'est aux confins de cette Asie lointaine et puis de ce Moyen-Orient, avec un conflit qui remonte à plusieurs décennies. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons tous co-signé cette résolution. Nous l'avons fait parce que ce qui se joue vraiment, c'est quelque chose d'important ici, chez nous, et notamment avec les menées de Monsieur Erdogan, du régime turc. Il est en train de déstabiliser cette région du monde, mais pas seulement. On peut parler des déserts de Libye, jusqu'évidemment aux montagnes et aux plateaux du Caucase, mais il déstabilise même le cœur de l'Europe. Je voudrais rappeler qu'il était dimanche, il y a 15 jours, à Chypre pour entretenir la séparation des deux États, donc à Chypre. Chypre est un État membre de l'Union européenne. Et puis là aussi, il y a aussi la Grèce avec les eaux territoriales et les tentatives de s'approprier notamment les forages et les ressources sous-marines. Donc voilà, c'est une résolution, encore une fois, qui n'est pas banale, parce qu'elle impliquait tout l'hémicycle et elle était votée à l'unanimité, parce qu'il y a eu quelques voix qui se sont abstenues. Au départ, il y avait une voix qui a voté contre, mais la sénatrice qui avait voté contre a très vite fait savoir qu'en réalité, il y a eu une erreur et elle souhaitait voter pour. Donc, il y a eu unanimité. Et vous savez, on a réussi ce tour de force de mener à bien, de faire voter cette résolution en quelques jours seulement. En quelques jours seulement. De mémoire de sénateur, ça ne s'est jamais vu. Très bien. Vous avez parlé du rôle de la France et c'est très intéressant parce que pendant ce vote et en amont de ce vote, on a entendu M. Jean-Baptiste Lemoyne, donc secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a été assez clair, qui a repris un peu la position du Quai d'Orsay et de M. Jean-Yves Le Drian en parlant de neutralité, en prenant la neutralité dans ce conflit. Comment qualifierez-vous la politique de la France dans ce conflit, dans le règlement de ce conflit? Comment la qualifieriez-vous?
Elle a été décevante. Alors Emmanuel Macron, il y a une dizaine de jours, s'est exprimé. Il y a eu un sursaut, si j'ose dire. La France, comme vous le savez, était membre du groupe de Minsk. Qu'est-ce qu'a fait le groupe de Minsk pour empêcher cela? Moi, j'aurais souhaité qu'Emmanuel Macron puisse faire ce que Nicolas Sarkozy avait fait en Géorgie. À l'époque, il faut impérativement un rapprochement stratégique de la Russie. Et malheureusement, la France est restée spectatrice et enfermée dans une conception, sans doute, du Quai d'Orsay, qui est une vieille conception, qui est cette diplomatie de l'impuissance, qui est la diplomatie de la neutralité, c'est-à-dire la diplomatie du chou et de la chèvre. Comment peut-on rester inactif quand on voit M. Erdogan déployer son islamofascisme sur une terre qui a entretenu en tout cas un étroit cousinage, l'Arménie avec nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, dans ce cessez-le-feu, je pense que le cessez-le-feu a aussi fait basculer beaucoup de groupes politiques au Sénat quand on a vu notamment que dans un article, il y avait cette disposition qui permettrait de faire un corridor routier au sud de l'Arménie pour ouvrir ce couloir entre la région du Nakhitchevan, de l'Azerbaïdjan, qui est évidemment le souhait de M. Erdogan, de relier la mer Caspienne, la mer Noire aussi, avec un couloir turcophone. Mais on voit bien que là, c'est un glaive, ce corridor est un glaive qui transperce le flanc est jusqu'au flanc ouest, au sud de l'Arménie. Et désormais, c'est la question arménienne qui va se poser. Quand on entend monsieur le président Azeri parler des habitants du Haut-Karabakh comme des chiens, c'est donc qu'il considère que les Arméniens sont des chiens. Et quand dans l'histoire du monde, quand dans cette histoire, vous avez des tentatives de déshumanisation, de nier à des groupes humains leur caractère humain, en faisant des sous-hommes, en leur déniant la qualité de cette dignité humaine qui est le cœur même de ce à quoi nous croyons, eh bien, je pense qu'on n'a pas le droit d'être neutre. C'est une faute. La neutralité, de ce point de vue-là, est une faute. Et on l'a bien vu. Ça conduit à l'inaction. Oui. Vous avez raison, on l'a bien vu, et vous avez parlé des déclarations du président Aliyev qui qualifiait les Arméniens de chiens. Nous continuons de recevoir et de voir des vidéos d'otages arméniens qui sont sur le territoire azéri, qui ont été pris en otage et qui sont traités d'une manière pour le moins contraire aux droits de l'homme. Nous avons aussi vu que la question des territoires n'est pas réglée, elle est en cours, mais le règlement définitif va prendre du temps. Il y a aussi la question des protections des biens culturels arméniens qui vont passer en territoire azéri. Finalement, quelles sont les prochaines étapes? On sait que ce jeudi, il va y avoir aussi un vote d'une proposition de résolution à l'Assemblée nationale. Donc, quelles sont les prochaines étapes en France et puis sur la scène internationale? Moi, je pense qu'il faut que la France prenne le leadership, notamment du règlement du conflit, et il faut absolument que la France se rapproche de la Russie. Je pense que, compte tenu de la situation américaine, il n'y aura pas d'investiture du président avant le 20 janvier, le président américain, mais il faut que la France puisse utiliser ce temps pour être très active. Moi, ce que nous avons demandé, en tout cas sur le plan national mais international. Vous savez que la France est le siège de l'UNESCO. Et je pense qu'on a là un patrimoine qui est un patrimoine de l'humanité qu'il faut absolument sauvegarder. Donc, nous avons beaucoup insisté dans la résolution pour que l'UNESCO, et Madame Azoulay a diligenté un certain nombre d'actions pour pouvoir protéger les trésors, parce qu'on sait très bien que les totalitarismes, et là on a quand même l'islamisme qui se déploie dans cette région du monde. On sait très très bien que ça a été le cas par exemple en Afghanistan avec les Bouddhas de Bamiyan, ça a été le cas à Timbuktu, ça a été le cas à Palmyre. Il s'agit toujours de s'en prendre à la culture, parce que ces guerres ont un contenu aussi très civilisationnel, territorial bien sûr, mais aussi civilisationnel. Et il s'agit de s'en prendre à la marque humaine. La culture, c'est la marque humaine sur un territoire, fait de pierre, avec une architecture particulière. Donc ça, je pense que c'est très, très important. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'exactions qui ont été documentées. Nous avons demandé l'ouverture d'une enquête
pour la justice internationale, d'une enquête notamment pour des crimes de guerre qui ont été commis sur des populations civiles. On a eu là, je pense, une idée de ce que peut être une tentative sans doute réussie à court terme, j'espère pas à moyen terme, d'épuration ethnique et religieuse. On ne peut pas s'en satisfaire. Il y a aussi sur le plan humanitaire, désormais, le soutien des populations qui ont dû être déplacées jusqu'en Arménie. L'Arménie est un petit pays, il faut absolument soutenir ces réfugiés, qui j'espère seront provisoires, puisqu'il faudra absolument qu'ils puissent regagner leur maison, leur terre, leurs racines. Et puis, il y a des actions diplomatiques, économiques. Je pense que l'Europe doit se réveiller. L'Europe, on parlait de la France, mais je suis désolé, l'Europe a été en dessous de tout, évidemment. Et pour autant, on est totalement impliqué. Là aussi, il s'agit de nos intérêts géostratégiques. Je parlais de M. Erdogan. Il s'agit aussi de nos valeurs. L'Europe qui souvent fait la leçon à ses propres membres au nom des droits de l'homme, au nom des valeurs. Et alors, qu'est-ce qu'elle a à dire là? On n'entend pas. Bien, moi, je pense qu'on doit avoir des sanctions diplomatiques, économiques. Moi, je pense qu'on doit remettre en cause l'adhésion, l'union douanière qui avait été scellée entre la Turquie et l'Union européenne en 1995. Elle doit être remise en cause. On doit notamment, sur les dirigeants turcs, avoir des sanctions diplomatiques et économiques. Voilà, la main ne doit pas trembler. Et puis, il y a le traité de l'Atlantique Nord. Peut-on considérer, dans le cadre de l'OTAN, que la Turquie est encore un allié sûr? Je ne le crois pas. Je ne le pense pas. Tant qu'il s'est agi de la guerre froide, Est-Ouest, en réalité, la Turquie n'a pas eu à choisir son camp. Elle était plutôt dans le camp occidental avec l'Ouest. Mais comme désormais, cette confrontation-là n'est plus, que les confrontations sont souvent d'un autre ordre, je pense que dès lors que, par exemple, il s'agit d'un islam politique conquérant, d'un nationalisme islamiste, je pense que de ce point de vue-là, ne comptons pas dans un proche avenir que la Turquie de M. Erdogan puisse être un allié. Et il faut avoir une révélation profonde, notamment en cette matière. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'un nationalisme profond. Je suis sûre que vous avez suivi ces événements-là, mais en France, nous avons vu il y a quelques semaines de cela un groupuscule, les loups gris, oui, sortir dans les rues, à Dessine notamment, et demander où sont les Arméniens. Nous sommes ici, où sont les Arméniens? Le gouvernement a demandé la dissolution de ce groupe. Pourtant, nous continuons de recevoir des messages de haine, des messages de négationnisme du génocide des Arméniens. Quelles sont, à votre avis, les prochaines étapes sur ce sujet, sur cette haine qui s'exporte jusqu'en France? Bien sûr, j'ai aussi reçu, vous imaginez, certains de ces messages. Il ne faut pas céder. Il faut évidemment que ce groupuscule puisse être, comment dirais-je, dissous, mais il ne faut pas s'arrêter là. Moi, j'ai été un des premiers à dénoncer justement le communautarisme politique. Vous savez que l'AKP a comment dirais-je, exporté en France, a fait naître en France des organisations, des partis politiques qui ont présenté d'ailleurs un certain nombre de candidatures. Je pense que ces partis sont anticonstitutionnels. Là aussi, il faudrait les dissoudre. Là aussi, il faudrait ne pas supporter qu'on puisse avoir des candidatures qui représentent des intérêts étrangers, qui sont contraires à la souveraineté française. Se pose aussi la question de l'islamisme en France, quand on connaît d'ailleurs les menées. Il existe parmi les 9 fédérations qui composent le CFCM, le Conseil français du culte musulman, des organisations qui sont directement liées à Ankara. Comment peut-on travailler avec ces organisations dont on sait parfaitement qu'elles reçoivent leurs ordres d'une puissance étrangère? Donc, vous voyez qu'il y a à remettre, pareil pour les imams qui sont 150 sont payés directement par la Turquie. Donc, je pense que on doit tirer les conséquences du comportement de M. Erdogan et ne pas supporter des enclaves qui sont des manquements à notre souveraineté, soit sous la forme politique, soit sous une forme religieuse, idéologique totalement travestie, parce que en réalité, c'est moins d'islam dont il s'agit que d'islamisme, d'une idéologie, là encore, politique, qui propage
le national islamisme de M. Erdogan. Je pense que tant qu'on n'aura pas une politique vraiment globale où on puisse s'attaquer à toutes les manifestations de ces tentatives de déstabilisation, ben je pense que on aura fait en tout cas qu'une partie du travail. Oui, vous avez parlé des partis politiques et c'est très intéressant parce qu'on a une question là-dessus au sujet de maires qui ont, pendant leurs élections municipales, choisi pour des questions électorales d'avoir des candidats qui niaient le génocide des Arméniens et qui finalement, on s'est rendu compte qu'ils faisaient partie de ce groupe des loups gris. Donc, que diriez-vous de cette complaisance finalement pour des raisons électorales de tous ces maires et puis aussi finalement le vote qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale ce jeudi qui est très important puisqu'il s'inscrit un peu dans cette continuité du vote au Sénat. Comment s'assurer que, ils sont très peu, mais que ces députés qui soutiennent l'Azerbaïdjan, qui s'inscrivent dans cette ligne de neutralité, réalisent qu'on a d'un côté un nationalisme radical qui est celui des loups gris, et puis de l'autre côté, et c'est aussi une continuité, cet État azéri qui parle de chiens arméniens avec lequel on ne peut pas avoir cette position de neutralité. Quelle serait votre réaction à ce sujet? Ah ben, ma réaction, on la connaît, mais vous voyez, j'ai quand même au Sénat, puisque c'est la tradition de tous les parlements, on a des groupes d'amitié. Ben, il y a des groupes d'amitié entre le Sénat, par exemple, et puis le Caucase. Voilà. Bon, ben, ces sénateurs-là ont quand même eu le courage, et moi quand même je veux le dire, de ne pas voter contre. Et ça n'a pas toujours été facile pour eux. Donc vraiment, je veux saluer leur liberté d'expression quand même et le vote qu'ils ont émis dans ces conditions-là. Moi, je pense que c'est quelque chose que je voudrais dire aussi parce que on parle souvent de l'amitié, qui est une amitié multiséculaire, cette amitié qui a permis, puisque vous parlez du génocide, aux survivants, aux rescapés du génocide, de venir s'établir en France. Je disais, moi, pendant mon discours, qu'ils ont trouvé en France sans doute plus qu'un refuge. Ils ont trouvé un foyer. Mais qu'en contrepartie, la France qui les a accueillis leur doit aussi beaucoup parce qu'ils ont fait rayonner de façon extraordinaire. Moi, je connaissais bien Patrick Devedjian. Je suis un grand fan de Charles Aznavour. Bon, j'entendais Djorkaeff, évidemment, il nous a fait vibrer sur les terrains de foot. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que, et c'est un point qui est important, les compatriotes, nos compatriotes arméniens peuvent témoigner, et ce témoignage, il est très important pour moi parce qu'il a une résonance dans l'actualité. Vous témoignez, nos compatriotes arméniens témoignent de ce qu'on peut être solidement attaché à la grande patrie, la France, et aussi à la petite patrie de l'Arménie. En clair, il nous révèle ce que moi j'appelle le modèle français. Vous savez, la France, c'est depuis des siècles ce pays qui est parvenu à conjuguer, en tout cas à articuler ce qu'il y a de plus universel dans tous les hommes, et les femmes bien sûr, et de ce qu'il y a de plus particulier dans un homme ou dans une femme. Ça, c'est le modèle français. Et ça veut dire que ces compatriotes-là nous montrent très concrètement qu'en réalité, on peut être profondément français sans renier les racines. Et ça, c'est quand même un message, parce que notre problème aujourd'hui, il est qu'on a une partie de nos populations qui sont français, mais qui sont issus de la 2e, 3e génération de l'immigration, qui ne supportent plus la France et qui considèrent que aimer la France, ce serait renier leur propre culture. Ah ben non, on a là, avec nos compatriotes arméniens, un démenti. Et je trouve un formidable exemple de ce que la République ne demande pas à chacun d'abandonner sa culture, ses particularités. Ça n'est pas du tout ça le modèle français de citoyenneté. Simplement, on dépasse ces particularités dans l'ordre public. Chacun est appelé à les dépasser parce que dans l'ordre public, symboliquement, il y a cette égalité entre les uns et les autres. Vous aviez parlé, et vous avez continué de le faire, de ce lien très particulier qui unit les Arméniens et la France, l'Arménie et la France, et puis les Arméniens qui vivent en France. Et vous avez aussi parlé de cette absence de réaction et de sanctions au niveau de l'Union européenne. Nous avons vu M. Emmanuel Macron, qui a quand même été, il faut le dire, l'un des seuls dirigeants dans le monde, finalement, à condamner ce qui s'est passé et à dire très clairement qu'il y avait des djihadistes en Azerbaïdjan et que c'était l'Azerbaïdjan qui avait commencé ce conflit. Et puis finalement, on a assisté à un phénomène où la France s'est retrouvée seule sur la scène internationale face à Erdogan et face à Aliyev. Donc, on a une question là-dessus et les auditeurs souhaiteraient savoir
quelles sont les prochaines étapes pour faire en sorte pour que l'Union européenne et puis la communauté internationale puissent s'engager sur ce sujet? Vous savez, l'Europe, comment dirais-je, a une grande faiblesse. Elle ne peut avoir de volonté sur le plan international que si elle avait une même vision. Or, vous ne pouvez pas, 27 pays, avoir une même vision. Le général de Gaulle, parce que dans cette relation, il a eu ce fameux discours de Damas, je ne sais pas si vous le connaissez, en parlant de l'Arménie, qui est un très très beau discours. Il avait dit, voilà, vous êtes, en s'adressant aux Arméniens, vous êtes un petit peuple riche de culture et d'histoire, et l'humanité vous doit beaucoup. Sans doute considérait-il évidemment que c'est un berceau de civilisation, comme vous le savez, vous très bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il avait l'habitude de dire aussi, le général de Gaulle, c'est que souvent la France était isolée. Parce que la France, c'est le non-alignement, y compris à l'époque du grand combat évidemment, nous étions dans le camp occidental. Mais le général de Gaulle, par exemple, avait reconnu, il ne parlait pas de l'Union soviétique, il parlait toujours de la Russie. Voilà. Il avait fait le voyage en Chine, voilà, aux grandes dames des Américains. Il avait renoué avec Mao Tse-tung, qui avait quand même du sang sur les mains. Ce que je veux dire par là, c'est que la France, d'abord, n'a pas à s'aligner en matière de diplomatie. Elle doit aller vers ce qu'elle juge juste. Et ce qui est juste là, c'est de dénoncer l'islamisme de M. Erdogan, bien sûr du gouvernement azéri, la présence des djihadistes qui ont massacré des populations civiles, des femmes, des enfants, des vieillards. Bien. Le général de Gaulle disait aussi que la France était la voix des hommes sans voix. Et ce rôle en termes de relations internationales, il est précieux. Alors, il va falloir maintenant activer sans doute l'Union européenne, mais c'est pas là que ça va se passer. Je pense que vous avez raison de dire qu'Emmanuel Macron a été l'un des seuls dirigeants, en tout cas européens et peut-être même dans le monde, il y a 10 jours, notamment jeudi, non pas de la semaine dernière, mais de la semaine juste d'avant, à faire des déclarations fortes, y compris à condamner l'agression azérie. Très bien. Moi, je pense que ceux qui ont désormais, c'est le groupe bien sûr de Minsk, mais c'est d'abord la Russie. Et si j'étais Monsieur Macron, vous voyez, j'irais voir Monsieur Poutine. Ça n'est pas possible que Monsieur Poutine ne voit pas. Alors, je pense qu'il avait quelques comptes à régler peut-être avec votre Premier ministre, mais je pense qu'il ne peut pas voir le danger que constitue cette politique néo-ottomane, expansionniste, au sud de son territoire. Il ne peut pas à la fois se prétendre être le gardien d'un certain nombre de valeurs et ne pas mettre en application cette politique-là. Donc, je pense que, pardonnez-moi, je pense que l'Europe peut être importante en matière, puisque c'est la première puissance humanitaire aujourd'hui. Donc, en matière de soutien humanitaire, peut-être qu'en matière aussi avec l'UNESCO, de soutien pour la préservation du patrimoine, sans doute a-t-elle un rôle à jouer. Mais, pardon, dès lors qu'il s'agit de politique de puissance, dès lors qu'il s'agit de rapport de force, dès lors qu'il s'agit de bras de fer, non, c'est pas l'Europe. Ce sont des nations dans l'Europe, notamment la France. Mais la France doit discuter avec la Russie dans ce cadre-là. Très bien, merci beaucoup. Et enfin, une dernière question, parce que ça fait déjà plus de 25 minutes que nous parlons ensemble, monsieur le sénateur. Vous avez parlé de cette haine et nos internautes, justement, s'expriment sur cette question. J'ai parlé tout à l'heure des candidats qui étaient négationnistes du génocide des Arméniens et j'ai aussi parlé des messages que nous recevons, notamment pendant cette guerre. Ça s'est matérialisé par les loups-gris qui sont descendus dans la rue. Et puis, tout au long de l'année, nous les recevons assez fréquemment de personnes qui, en toute impunité, continuent de nier le génocide des Arméniens. Ce sont des personnes qui évidemment, utilisent un vocabulaire très violent, qui nient l'existence du génocide arménien, mais qui, en même temps, disent vouloir continuer et terminer le travail. Quelle serait votre réaction par rapport à tout ça? La France a voté une loi en 2001 de reconnaissance du génocide des Arméniens. Et puis ensuite, à partir de là, à chaque fois que nous avons essayé de demander une pénalisation de la négation du génocide des Arméniens, ça n'a jamais marché. Le Conseil constitutionnel a considéré... Je le sais, mais moi, je pense que
on peut aussi, parce que ce sont des ultra-violents, donc on peut, évidemment, on n'a pas cette base juridique, comme vous le dites très bien, mais je suis désolé, notre code pénal réprime un certain nombre d'incitations à la haine vis-à-vis d'un certain nombre de groupes. Et je pense que la justice, et moi je vous encourage, à chaque fois que vous avez des menaces, à déposer plainte, bien sûr, et vous nous trouverez toujours là pour essayer de les relayer. Je pense qu'on ne peut pas accepter, c'est parce que on a bien vu d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'Allemagne ne bouge que très peu? Parce que Monsieur Erdogan utilise ces 3 millions et quelques citoyens allemands d'origine turque comme un levier. Et c'est ce qu'il aimerait tant faire d'ailleurs avec en France. Et c'est pour ça que nous, on ne doit pas tomber dans ce panneau-là. Et que, comme je le disais tout à l'heure, en matière de candidature, de municipalité, en matière religieuse, etc., il faut qu'on soit absolument intraitable et que on puisse faire en sorte que là où il y a des menées, notamment pour dénier notre souveraineté, là où il y a des menées pour que un pays étranger puisse déployer son influence, on les contrecarre à chaque fois. Et très franchement, on a quand même on a un des codes pénals les plus complets au monde, croyez-moi. Et il ne faut pas avoir peur quand vous êtes victime d'un certain nombre d'exactions, évidemment, mais y compris de messages de haine, il faut les dénoncer. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci pour cette interview au journal Alstom. Merci, et puis voilà, ma solidarité avec tous nos compatriotes arméniens ici, chez nous, parce que vous êtes d'abord français, hein. Oui. Moi je suis vendéen, vous voyez, comme je suis français, même si c'est un petit peu différent. Et je voudrais dire ma solidarité voilà, à tous ceux qui sont encore là-bas, aux réfugiés. Et on est toujours mobilisés, on reste mobilisés pour des actions, et je suis fier puisqu'il y a 20 ans, c'est la France, il y a près de 20 ans, c'est la France qui, la première, avait reconnu le génocide au niveau mondial. Eh bien, voilà, c'est quand même peut-être un signe que ce soit 20 ans pratiquement après, que ce soit le Sénat de la République française qui demande la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh. Voilà, vive l'Arménie. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci à tous nos auditeurs. À bientôt. À bientôt. Au revoir.